Bonjour, nous allons entamer le dernier cours de l'année. Le cours qui va nous permettre de comprendre comment on passe d'un signal sonore, qui est un signal, du coup une vibration de l'air, à un enregistrement d'un son précis sur un ordinateur. Ce qu'on va appeler du coup la discrétisation puis l'enregistrement du signal sonore. Pour cela, il faut bien comprendre comment les choses vont se passer. Nous allons avoir un instrument de musique qui va être enregistré, qui va créer des vibrations de l'air. Ces vibrations sont enregistrées par un micro. Le micro passe à la carte son et la carte son après enregistre ceci sur l'ordinateur qui peut repasser par la carte son pour refaire le son. Donc on a trois étapes importantes, de l'instrument de musique au micro, du micro à la carte son, puis après de la carte son ordinateur. Si je regarde ce qui sort de l'instrument de musique, ce qui va être enregistré par le micro, c'est une vibration de l'air, l'amplitude qui peut se mesurer en pression, ici, euh, va évoluer autour du temps de manière continue. Le micro, lui, va enregistrer. Quand il enregistre, il va transformer la vibration de l'air en un signal électrique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir exactement la même figure, euh, où on a du coup le courant électrique qui varie en fonction du temps de manière continue. Puis la carte son va prendre et va envoyer à l'ordinateur. Et là, ce que la carte son envoie à l'ordinateur, c'est ceci. C'est donc quelque chose où l'on retrouve bien la forme générale, mais on n'est plus du tout de manière continue. On a des écarts, des marches d'escalier, des durées limitées. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, lui, il enregistre que en 0 et 1. Donc il a un nombre de valeurs limitées. Il ne peut pas prendre les valeurs continues au niveau du temps, puisqu'il doit séparer chaque valeur. Il doit dire, il se passe ici à 0,1 milliseconde, à 0,2 millisecondes, à 0,3 millisecondes. Et il peut également prendre juste un certain nombre de valeurs en hauteur. Il ne peut pas prendre toutes les quarts ou demi ou millième ou un millionième de valeurs. Donc on va avoir une transformation du son par la carte son qui va faire passer d'un son analogique continu à un son numérique discret. Le son est un signal analogique, il varie de façon continue au cours du temps. Le signal informatique, lui, est numérique. Il évolue de façon discontinue par palier. Pour enregistrer le son, il faut donc procéder à sa discrétisation. On passe de quelque chose qui était continu à quelque chose qui est discret. Et ça va être extrêmement important parce que ça va déterminer plein de choses, notamment la qualité du son. Cette discrétisation va se passer en deux étapes. La première étape, c'est lorsque je vais avoir ici mon temps, je vais séparer pour enregistrer au niveau d'un certain nombre de valeurs et pas un nombre continu de valeurs. Ici, je peux par exemple enregistrer à chaque petit trait, vous voyez en pointillé, donc à intervalles réguliers. Donc je prends ce point-là, puis 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 ce point-là. Globalement, j'ai bien la forme qui ressemble à peu près à la forme analogique de mon son, mais j'ai perdu des informations. C'est moins précis. Si je veux avoir plus d'informations, il suffit de dire je vais prendre plus de points. Je vais donc faire plus rapidement entre deux espaces. Comme ceci. Là, j'ai fait deux fois plus de points. Vous voyez, la courbe violette ressemble plus à la courbe grise. J'ai pris deux fois plus de points. En fait, le nombre de points que je prends, à chaque fois, il y a un temps qui est le même. Donc il y a une période. S'il y a une période, je peux donc définir une fréquence. Ici, on va prendre la fréquence d'échantillonnage. Je vais prendre des échantillons toutes les, par exemple, 0,1 seconde. Donc je vais avoir une fréquence d'échantillonnage. Là, j'ai une fréquence d'échantillonnage plus grande que le graphique juste avant. Plus ma fréquence d'échantillonnage est importante, plus le son que je vais enregistrer sera fidèle au son original, donc plus le son enregistré sera de bonne qualité. La cristallisation nécessite un échantillonnage. On prélève à intervalles de temps réguliers l'information portée par le signal. La fréquence d'échantillonnage correspond à l'inverse de l'intervalle d'échantillonnage. Plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus le signal numérisé est proche du signal numérique. Bien. J'ai donc pris mes points ici de manière régulière, mais mes points qui sont ici, ils ont chacun une valeur différente. Alors cette valeur, elle peut tomber n'importe où. Je vais devoir discrétiser également l'axe des amplitudes, puisque je ne peux pas donner de valeur continue sur un ordinateur, il faut que je donne un certain nombre de valeurs.
Donc je vais devoir dire, il y a un certain nombre de valeurs possibles. Il y a 12 valeurs possibles, 24 valeurs possibles, 2 millions de valeurs possibles, comme je veux. Mais donc à chaque fois, on tombera sur l'une des valeurs possibles. Je vais donc faire ça, ce qu'on appelle une quantification du signal. Une fois que j'ai fait mon échantillonnage, je fais une quantification du signal, je vais du coup encore transformer. Ah oui, première chose, hein, pour reproduire fidèlement un son analogique, il faut une fréquence d'échantillonnage qui est au moins le double de la fréquence du son. Donc plus un son est aigu, plus j'ai besoin d'une fréquence importante d'échantillonnage. Donc mon son qui est ici, que j'ai échantillonné, il va falloir après que je le quantifie. Et là, je quantifie, je vais dire, j'ai mon certain nombre de valeurs possibles. Là, par exemple, j'ai 5 valeurs possibles, ici, là, là, ici et là. Et vous voyez que du coup, je vais prendre mes points échantillonnés et je vais à chaque fois aller sur la valeur la plus proche. Mon point qui était ici, la valeur la plus proche est là, je fais ici. Je fais à chaque fois et vous voyez que j'obtiens du coup ceci, qui est une courbe qui ressemble moins à ce qu'on avait avant ici, mais qui a bien quantifié en différents paliers. Alors je peux naturellement mettre plus de paliers pour améliorer la qualité du son. Regardez ici, là j'ai mis beaucoup plus de paliers. En multipliant le nombre de paliers, j'obtiens une courbe qui est beaucoup plus proche de la courbe du son analogique. Donc je vais devoir, en plus de échantillonner, numériser, quantifier. Et donc je vais avoir comme ça une discrétisation de mon signal en 2 étapes qui va permettre d'aboutir au signal final. Donc la discrétisation nécessite également une quantification, c'est-à-dire donner une valeur à chaque mesure parmi un certain nombre de valeurs permises. La qualité de la quantification est généralement mesurée en bits ou en octets, puisqu'en gros, c'est à chaque valeur combien je vais attribuer d'octets ou combien je vais attribuer de bits pour être possible. Donc plus j'attribue d'octets, plus mes mesures seront fines, puisque je pourrai passer sur des choses fines, et plus je serai proche du son. Et ça va avoir un problème, tout ça, ça va avoir un problème au niveau du stockage des données. Parce que la raison pour laquelle on ne fait pas des fichiers gigantesques où on échantillonnerait beaucoup et on quantifierait avec énormément de niveaux possibles, c'est qu'il faut stocker ces données. Et le stockage est limité, il est sur des capacités, par exemple un disque dur, une carte mémoire dans un téléphone, la capacité d'une clé USB ou d'un lecteur MP3, etc. Bref, il y a une contrainte physique qui est là. Donc on ne peut pas faire des fichiers gigantesques, il faut faire des fichiers avec une taille suffisamment réduite. Donc il va falloir réduire la taille et calculer, tout en trouvant un compromis entre la réduction de la taille et la qualité du son obtenu. Plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus la qualité de la quantification sont grandes, plus l'enregistrement sera fidèle au son initial. Mais plus le fichier nécessitera de place de stockage. Comment on peut calculer la place que ça prend? C'est très simple. La taille que l'on mesure, c'est la fréquence d'échantillonnage par la durée. Autrement dit, c'est combien de points je vais prendre. Fréquence d'échantillonnage fois durée, c'est combien de points je vais prendre. Et par la quantification. Donc, si j'ai quelque chose qui dure 1 minute, que je prends un point toutes les secondes et que pour chaque valeur j'ai un octet possible, je vais avoir 60 octets dans la taille de mon fichier. Alors ça sera un fichier tout nul, hein, 60 octets comme ça. Mais vous comprenez bien comment ça se calcule. Attention, aujourd'hui, l'immense majorité des fichiers sonores sont stéréo, c'est-à-dire que vous avez 2 bandes, une à gauche, une à droite. Parce que vous écoutez, si vous avez des écouteurs, en général, l'écouteur à gauche et l'écouteur à droite ne font pas exactement le même son, ce qui donne une idée de volume au son, ce qui est beaucoup plus agréable. Donc pour cela, il faut enregistrer 2 fois le son. Donc la taille est doublée, on enregistre 2 fois le son. Bien, donc comme ça, on va pouvoir calculer la taille que ça va prendre. Si un fichier est de taille trop importante, on peut avoir des problèmes de stockage. Il va donc parfois être utile de diminuer la taille pour pouvoir par exemple mettre le plus de musique possible sur un CD. Un CD a une capacité limitée, ou dans un lecteur MP3, ou sur un ordinateur, ou sur un téléphone. Sur votre téléphone, vous avez une capacité limitée. Pour mettre plus de musique, on peut diminuer cette taille. Pour diminuer cette taille, on peut changer la fréquence, on peut changer l'échantillonnage, mais si on ne veut pas trop les toucher, on peut utiliser des fichiers de compression, des systèmes de compression, où je vais trouver des astuces pour diminuer la taille du fichier.
Des moyens de compression, il y en a plusieurs. Le meilleur, c'est ce qu'on appelle la compression sans perte, c'est-à-dire la compression qui ne change rien à ce qu'on entend. Ça consiste à supprimer des informations, par exemple à diminuer l'échantillonnage, mais des informations qui ne changent pas la perception. Par exemple, je vais enlever toutes les fréquences qui ne sont pas entendues par l'oreille humaine. Vous savez, l'oreille humaine entend certaines gammes de fréquences. Si c'est au-dessus de la fréquence entendue ou si c'est en dessous de la fréquence entendue, et qu'on arrive à enlever cette information des fichiers, on va gagner de la place et on va rien changer au son. Alors ça se fait pour quasiment tous les fichiers, mais c'est pas très efficace parce que l'oreille humaine entend quand même beaucoup de choses. Donc, on peut passer après derrière la compression avec perte, qui consiste à perdre une partie des informations. Et ça, vous pouvez par exemple savoir si vous avez un fichier MP3 par rapport à un fichier WMA, par exemple. Votre fichier WMA, en général, est de meilleure qualité au niveau du son. Et vous le sentez parce que le MP3 a une compression avec perte. Le WMA a aussi une compression avec perte, mais qui est beaucoup plus petite, en général, si vous réglez bien, que le MP3. Il y a plein d'autres systèmes d'enregistrement qui sont bien meilleurs que WMA également. S'il y a compression, on peut définir un taux de compression. Le taux de compression se calcule de la sorte, c'est la taille après la compression divisée par la taille avant la compression. Comme on a comprimé celui-là est plus petit que celui-là, on a donc une taille qui est, un taux de compression qui varie entre 0 et 1. En général, comme ça varie entre 0 et 1, on va le mettre sous la forme 1 divisé par Q. On met 1 de point Q. Par exemple, à taux de pression de 50%, on dira que c'est 1 sur 2. Un taux de compression de 33%, on dira que c'est 1 sur 3, etc. Plus le taux de compression est élevé, plus la taille du fichier a diminué. Voilà qui va terminer totalement notre programme de première. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours. Et je vous revois la semaine prochaine, où nous parlerons d'autre chose. Ce sera notre dernier cours ensemble la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.